Elles sont celles qui permettent aux différents clients de faire leurs différentes opérations bancaires, financières, bien sûr. Je parle de transactions, retrait, virements et tout ça. Et ces pratiques-là, elles ont toujours été assez bien modélisées. Donc, il n'y a jamais eu de faille. Mais aujourd'hui, avec la transformation digitale, il faut arriver à les rendre plus souples. Il faut arriver à les rendre plus modernes et plus fluides. Et avec la digitalisation, les banques se sont vues le besoin de mettre en place des solutions qui rendraient à peu près cet usage-là plus facile. Et c'est dans ce cadre qu'on a aussi, comme toutes les autres structures, on a adopté aussi des stratégies de digitalisation. Donc, ce qui comprend bien sûr la mise en place de solutions qui tournent sur les appareils mobiles ou encore sur les portails web. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des opérations sans avoir à aller en agence. Vous pouvez faire des transactions sans avoir à vous présenter à un guichet, quelque part, je vais dire parler à une caissière ou parler même à votre responsable client. Tout se fait depuis votre votre téléphone mobile. Je donne un très bon exemple que j'aime bien citer. Okay? J'ai ma mère qui a passé quelques temps avec moi, comme je ne suis pas, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Mais pour lui déplacer de l'argent, par exemple, tiens, on a besoin de sous pour aider tel parent. Et croyez-moi, quand elle me voit prendre mon téléphone pour faire une telle opération, elle s'étonne. Bon, c'est une vieille personne, des années, je vais dire, aujourd'hui elle a 75 ans, et elle est surprise de voir que je peux le faire en 2 minutes. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon téléphone. J'ai dit, tiens, maman, écoute, appuie le bouton. Et c'est parti. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, appeler le parent en Côte d'Ivoire, va au distributeur. Je dis bien distributeur. Je n'ai pas dit va au guichet, je n'ai pas dit va en agence. Va au distributeur, rentre ce code et tu es servi. L'argent sort. En l'espace de 2 minutes. Ça, c'est une merveille. Et c'est ça la digitalisation. Et EcoBank le fait vraiment de façon gracieuse pour faciliter les différentes opérations que nos clients, nos partenaires aujourd'hui ont besoin, pour peut-être lancer des solutions ou encore s'adapter ou adapter à peu près des technologies qui demandent vraiment d'être agile, d'être vraiment rapide pour pouvoir mettre en place des solutions aussi faciles. Donc, pour vous répondre, oui. La transformation digitale, aujourd'hui, elle est beaucoup utile. Elle nous favorise vraiment le quick to market. C'est une façon de dire un peu, je veux dire, avoir des solutions qui sont directement utilisables pour le client que nous avons aujourd'hui. Un client qui est vraiment à la pointe de la technologie, qui veut aussi des solutions qui marchent pour eux. Donc, il faut qu'on soit vraiment à ce niveau-là. Et c'est ce que nous faisons et nous le faisons très bien. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit et je pense que le rôle de la banque, c'est également de faire ce que non pas les digital immigrants comme moi, mais les digital natives, comme on voit dans la salle, demandent, c'est-à-dire avoir tout de suite. Et donc tout de suite, ça veut dire je veux mes amis dans la poche, je veux mes jeux dans la poche et je veux ma banque dans la poche. Et ce souhait d'avoir une banque dans la poche, eh bien les banques ont dû le réaliser, et d'où la digitalisation, tout ce que vous avez décrit. Et en fait, le trigger, je pense, ce n'est pas tellement les banques ou les telcos, etc., c'est nos enfants. On a tous des enfants, et de voir comment ils agissent aujourd'hui, tout dans la poche, tout de suite, eh bien, on est obligé de s'adapter à ça et de leur fournir ce qu'ils demandent. Je pense qu'il y a une phrase que j'ai entendue de la part d'un directeur de banque qui me dit que finalement, en fait,
il ne s'agit pas d'être une banque, mais il s'agit de faire de la banque. Donc faire de la banque, c'est offrir en fait des services qui sont un peu plus que uniquement aller déposer son crédit, de faire du dépôt, faire des retraits. C'est vraiment un service multicanal. Voilà, donc, et ça, c'est permis vraiment. Et si les banques ne se lancent pas dans cette logique de digitalisation, ben, ils ne seront pas capables, en fait, avec cette nouvelle génération, je suis d'accord avec vous, d'avoir tout en un. Et c'est ça qui va faire la différence. L'idée, en fait, maintenant de la banque, c'est vraiment de s'orienter auprès du client. Donc, vous allez avoir beaucoup d'éléments comme la Customer Experience, qui est vraiment un événement du digital qu'on offre aux clients. Et du coup, il faut changer justement la voie de fonctionner. Nous, aujourd'hui, par exemple, au niveau des cabinets, historiquement, ce qu'on faisait, c'était quoi? On a des offres de services et on propose des offres à des clients, quel que soit le client, et c'est les mêmes offres. Ce n'est plus cette manière de faire. Ce qu'il maintenant faire, c'est d'écouter en fait quelles sont les problématiques que le client a. Aujourd'hui, via la transformation digitale, la banque doit s'orienter auprès des clients et chercher à savoir auprès de la clientèle qu'est-ce qu'elle souhaite. On avait présenté l'élément sur l'instantanéité. Il y a aussi des nouveaux services qu'elle veut. Et c'est la transformation digitale qui va permettre à la banque de pouvoir écouter tous ses clients, savoir qu'est-ce que veut le client et qu'est-ce qu'elle peut proposer au client. Donc je pense que le secret dans tout ce que l'on fait dans cette partie de transformation digitale, c'est cette écoute auprès du client. Et je pense que c'est ce qu'on fait auprès de nous maintenant, auprès des banques, et c'est ce qu'on fait auprès de nos clients. J'aimerais dire que nous voyons une perturbation dans le secteur de la banque ces dernières années. Ce que les banques auraient voulu investir ou l'innovation qu'elles veulent apporter, nous voyons qu'il y a d'autres acteurs qui sont très actifs dans ce secteur. Les fintechs ou d'autres entités qui font des choses incroyables, qui parviennent à des innovations non seulement au niveau du paiement, nous voyons des capacités au niveau de l'agriculture, être en mesure de prévoir, de planifier les saisons agricoles. Et au niveau du secteur des paiements, il y a beaucoup de produits innovants qui surviennent tous les jours. Dans le moyen terme, les banques auront beaucoup de concurrence. S'ils ne réagissent pas rapidement, ils risquent seulement de se concentrer sur leur service principal ou sur les prêts. Les banques doivent donc s'assurer d'innover continuellement. Il faut reconnaître qu'il y a une mutation des métiers. Il y a une mutation très profonde des métiers de la banque, du fait justement de ces sujets de digitalisation, de numérisation, enfin, de services nouveaux, parce qu'il y a une modification dans la chaîne de valeur des métiers des services financiers. Aujourd'hui, effectivement, les produits d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Les clients adressables ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les plateformes d'exécution des services ne sont plus les mêmes. Du coup, la banque qui ne fait pas preuve d'agilité pour s'adapter à ces paradigmes nouveaux, évidemment, va disparaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de la banque reste un métier. Disons, le produit intrinsèque que met la banque à la disposition des clients ne va pas changer. Ça reste quand même un service fait par des professionnels qui adressent un usage très précis. Donc on ne verra pas demain, s'il y a des gens des télécoms, devenir des experts en banque parce qu'aujourd'hui les plateformes le permettent. Non, ça reste un métier profondément ancré dans l'ADN de ceux qui l'ont fait pendant des années. C'est à eux de trouver les mutations nécessaires pour profiter justement de ces nouveaux leviers de services à valeur ajoutée qu'offre la digitalisation. Une banque qui ne s'innove pas est appelée à mourir. Voilà, bon, on a vu, je veux dire, enfin, quand je dis mourir, c'est un peu trop fort peut-être, mais il y aura une perte de clients, une perte de revenus et bien sûr d'autres éléments qui vont vraiment faire que cette banque-là ne sera plus opérationnelle. Donc, il est, je dirais, plus que nécessaire aux banques d'innover, de s'adapter et bien sûr de peut-être prendre le chemin au devant.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de technologies innovantes, ce sont ceux-là qui pratiquement définissent à peu près je dirais un peu les exigences. Et nous, en retour, on doit répondre à ces exigences-là. D'accord. Le client aujourd'hui, il ne voudrait pas faire la queue devant, devant la CIE ou encore la SODECI pour aller faire ses paiements de factures. Il veut s'asseoir dans le confort de son salon et le faire. Alors, il faut qu'on ait à peu près des solutions qui sont adaptées à cette demande-là. Et nous sommes bien obligés de le faire. Et il faut le faire de façon sécurisée, parce que là, on parle de cybersécurité. Il ne faut pas que le paiement qu'il a fait et qu'il a effectué aille dans le compte de quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà. Donc, il y a toute cette problématique-là qui est aujourd'hui prise en compte par les banques, Ecobank bien sûr, qui fait en sorte qu'on ne donne pas seulement une solution digitale pour répondre à la problématique, mais aussi on te rassure que ça répond et ça rassure, je vais dire, les clients, de sorte qu'ils continuent d'utiliser nos produits. So at Visa, there's what we call the four-party model, where we have the cardholder, the issuer, then the merchant, and then the acquirer. The issuer and the acquirers are the banks. Right. But we're seeing that the four-party model in the digital age is absolutely being transformed. We now have huge players. So it's not a four-party model, it's now I won't say it's now a far higher model where we're seeing, where we've opened our doors, okay, to other players that we might not really directly deal with in time past. Okay, so in the digital world, the banks will continue to be relevant. However, the key is being able to constantly innovate, and you're not competing with banks directly anymore. You have a huge lot of players in the ecosystem now. And we're seeing increasingly banks are even partnering with other fintechs, other players also. So it's not just me competing or trying to outdo the other banks. No, banks are now reaching out, opening their doors through various technologies, APIs, to connect with those other players. So in the digital world, it's not just the way things used to be. We've opened up, and organizations are increasingly opening up. Et les organisations s'ouvrent de plus en plus. Je vous donne un exemple assez concret. Nous avons une banque qui nous a sollicité pratiquement à la dernière minute dans le cadre de lancement de son application mobile banking. Comme on avait un contrat de cadre de recettes de sécurité, en fait, le marketing elle avait déjà pris le dessus. Ils ont fait des affiches un peu partout sur leur nouvelle application, des spots publicitaires, etc. On arrive à la dernière minute, on check et on regarde qu'il y avait des problèmes extrêmement graves. On a retardé le projet pendant plus de 6 mois. C'était extrêmement... Parce qu'aujourd'hui, il y a un rythme. Sur le plan de transformation digitale, les besoins métiers, etc., tout ça est bien, très bien. Mais il ne faut pas négliger cette dimension cybersécurité. Hier, durant mon intervention, je n'arrêtais pas d'utiliser le terme security by design, security by design. C'est extrêmement important. Tout ce qu'on va faire en termes de développement de nouveaux services, etc., il faut vraiment que la sécurité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit une option. Il faut que ce soit quelque chose qui est intégré dans tout le cycle de vie de développement de nouveaux services, de nouveaux. Je pense que ça peut être vraiment, en tout cas en tenant compte de cette contrainte de cybersécurité, un idéal qu'il faudra vraiment targeter parce que c'est extrêmement important. Tout à l'heure, il a cité des chiffres sur la partie cybercriminalité dans la région. Il a parlé de 28 millions de dollars. Moi, je pense que c'est plus que ça. Pour avoir été sollicité sur pas mal de missions d'investigation de fraude dans des institutions financières, je peux vous assurer, des fois, quand on découvre le mode opératoire et on identifie les auteurs des faits qui sont derrière, c'est de la science-fiction. Et c'est ça, c'est un véritable enjeu dans la région. Il faudra vraiment, je pense qu'il y a peut-être, je dirais, des choses à détailler sur cette partie-là. Mais vraiment, je pense qu'en tout cas, dans ce modèle futuriste de la banque, il ne faut pas négliger cette dimension de cybersécurité parce que c'est un must, ce n'est plus une option. On est en train d'aller de l'avant dans la transformation digitale.
Mais on ne doit pas aussi négliger la partie sécurité. Là, on ouvre aussi notre système d'information. On offre de plus en plus de services. Sauf que des fois, c'est une contrainte quand on le voit en interne. Le fait d'implémenter dès le début, c'est un frein. Mais lorsqu'on regarde l'impact, quand une banque elle a impacté ou un service, ça fonctionne à la base par la confiance. On a confiance en notre banque, elle garde notre argent et on investit ou on utilise de plus en plus ces services. Et on a des besoins, mais on n'exprime pas le besoin de sécurité parce que c'est acquis d'avance. On a confiance en notre banque. Et c'est là la difficulté d'aller de l'avant dans la transformation digitale en écoutant nos clients, mais en même temps, il y a un prérequis qui est la confiance qu'on doit la garder tout en allant de l'avant. Il faut que la banque arrive à bien digitaliser ses services traditionnels. Ça, c'est la première chose. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin. On est en train de parler de 4e révolution. Il y a une étape après. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'ouverture. Chez Deloitte, on utilise le terme open banking. Voilà. Et c'est quoi l'open banking? C'est la capacité d'une banque à fournir plus que les services bancaires classiques. Donc, par exemple, si aujourd'hui je pose la question au public, vous avez le choix entre une banque qui a un excellent service commercial, il fait très bien les services classiques bancaires, mais il n'offre pas d'autres services. Et une autre qui est peut-être moyen sur les services bancaires classiques, mais sur votre tablette, vous êtes capable d'avoir votre solde bancaire, suivre vos transactions boursières, payer vos factures. Je peux vous dire que si vous posez la question à la nouvelle génération, ils iront dans l'autre banque. Et donc la banque, au fait, le modèle idéal, donc bien sûr je parle à moyen et long terme, c'est être capable d'être un agrégateur de services. Donc bien sûr, il faut qu'on fasse très bien, il faut que la banque fasse très bien ce qu'elle sait faire, qu'elle digitalise très bien ce qu'elle sait faire, et ensuite qu'elle puisse être capable d'aller fournir d'autres services, donc des services périphériques. Et donc on a parlé tout à l'heure en fait de l'écosystème, donc qu'elle soit capable de bien s'articuler avec les fintechs et même ses concurrents. C'est-à-dire qu'une banque normalement doit être capable de montrer le solde en fait, du compte d'une autre banque au fait, à partir de sa plateforme. Et ça va permettre au fait, d'avoir ce tout en un. Il y a, disons, 2 tendances en termes de modèle. Il y a le modèle in-house où des banques créent en interne des groupes bancaires, des unités, disons, fintech, pour réfléchir sur des solutions, développement en interne, proposer des solutions et autres. Et il y a l'approche, le modèle où il y a le phénomène d'alliance, où la banque reste dans ses métiers traditionnels, ses solutions traditionnelles, et crée un corpus d'alliance avec des service providers qui vont solutionner pour elle des... Voilà. Donc je pense qu'il y a ces 2 modèles qui vivent ensemble. Maintenant, en fonction des inclinaisons, disons des rigidités internes ou bien de la flexibilité qu'offrent certains modèles par rapport à d'autres, les banques font le choix de naviguer entre les deux. Mais je pense que c'est 2 systèmes qui sont totalement viables et qui permettent d'élargir donc l'écosystème bancaire à tous les acteurs qui sont capables d'offrir des services qui tiennent en compte donc ces nouveaux phénomènes de digitalisation, de révolution industrielle. I would like to talk about the 3 models. J'aimerais parler de 3 modèles. Le premier, c'est la sécurité. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la sécurité est essentielle. Il y a cependant 2 autres modèles qui doivent être commodes ou convenables. Il y a eu un cas où récemment quelqu'un est parti en vacances, a voulu utiliser sa carte, il y a eu un problème. La banque voulait s'assurer que ce n'était pas une fraude. Donc ça a bloqué la carte du client. Alors cette personne est dans un pays étranger. Il a voyagé des centaines de kilomètres. Et à ce moment bien précis, c'est un désagrément. La banque essaie d'être sûre. Tout en essayant d'être sûre, elle crée des désagréments à ce client. On nous dit qu'on ne veut pas qu'un
voleur ou un cambrioleur vienne dans ce bâtiment et vous décidez de tout fermer parce que vous voulez être en sécurité. L'une des raisons pour lesquelles les consommateurs ne font pas confiance à la technologie, nous voulons réellement atteindre la transformation numérique tout en pensant à la sécurité. Gardons à l'esprit le consommateur. Nous ne devons pas sacrifier la communauté ou l'efficacité pour le client, quels que soient les programmes de sécurité que l'on prend en compte ou que l'on considère. Nous devons nous assurer d'améliorer la sécurité et que la sécurité contribue également à améliorer les services. Si on parle de la rapidité également, appelez l'organisation ou l'institution pour pouvoir faire votre transaction. C'est ridicule. Cela prendra trop de temps. L'efficacité des programmes de sécurité que nous voulons mettre en œuvre, nous devons, pour cela, garder à l'esprit la rapidité. La sécurité est extrêmement importante. La commodité pour l'utilisation finale l'est encore plus. Parce qu'il ne faut pas créer quelque chose qui ne va pas fonctionner. Si vous pensez que quelque chose ne va pas fonctionner... Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'au final, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, la banque se trouve dans un écosystème. Dans le cas de cet écosystème, il y a des régulateurs, il y a des partenaires, il y a des clients, il y a des fintechs, etc., etc. Au final, il faut pouvoir faire évoluer cet écosystème. La banque ne peut pas évoluer seule. Si une banque se développe toute seule avec des services digitaux très avancés, avec une cybersécurité très avancée, le problème, c'est comment elle va échanger avec des partenaires locaux, des banques qui ne disposent pas de ces systèmes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se trouve dans un marché qui est moins mature que certains marchés européens ou américains ou asiatiques, où au final, on a des banques qui ont un core banking et c'est tout. Ces banques-là, lorsqu'on demande un crédit, c'est soit un dossier crédit papier, je n'ai pas de digital à ce moment-là, qui remonte tout au long des processus et je peux attendre 2 mois pour avoir mon crédit. Donc au final, lorsque cette banque-là, on lui demande de mettre en place de la cybersécurité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout important pour cette banque parce que tout est fait en dossier physique. Donc, quand on parlait de sensibilisation, cette sensibilisation doit se faire à plusieurs niveaux. En interne, au niveau de cet écosystème et faire évoluer cet écosystème main dans la main. Deuxièmement, auprès de la clientèle, parce que si moi je suis un client de la banque, j'ai ma carte bleue, je n'en prends pas soin, je la laisse traîner un peu partout et certaines personnes récupèrent mes identifiants pour pouvoir falsifier mon identité et hacker mon compte ou bien récupérer des informations sur mon compte, je vais me plaindre auprès de la banque. Donc ça veut dire que finalement, la banque doit aussi sensibiliser, comme vous disiez, c'est un très bon point, la clientèle, sensibiliser aussi les personnes en interne parce que finalement, la technique de hacking la plus répandue, c'est le hameçonnage. Finalement, c'est d'envoyer le mail et demander aux personnes, parce que finalement, la plus grande faille, ce n'est pas la machine, c'est la personne. Donc si au niveau de la banque, en interne comme en externe, on n'a pas été sensibilisé sur comment je peux protéger mon institution, protéger le système financier, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est un des points clés sur lesquels insister et trouver les régulateurs, les gouvernements qui peuvent pousser justement cette sensibilisation et cette évolution commune. Moi, je pense que dans l'écosystème qui gravite autour de la question de cybersécurité, il y a une composante qui est méconnue, qui est l'underground. Tu peux répéter, s'il te plaît? L'underground. Okay, ceux qui nous attaquent, ceux qui attaquent les banques, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît leur motivation? Comment ils font? Quels sont leurs outils, etc. Je veux dire une chose. Pour avoir conduit plusieurs missions, rien que cette année, on a conduit une 20aine de missions d'investigation de fraude au niveau bancaire. C'est un underground qui est très, très, très actif, qui utilise des méthodes très sophistiquées, qui recourt à des services même d'experts étrangers. Et aujourd'hui, on tire profit d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à la région pour pouvoir perpétrer des attaques partout. Parce qu'il y a la libre circulation des personnes, parce qu'il y a des flux qui transitent d'un pays à l'autre. Moi, je découvre
avec amertume, des fois, qu'une banque se fait attaquer par un groupe en utilisant des moyens et des techniques qui ont été utilisées il y a 5 ans dans une autre banque. C'est pratiquement les mêmes modes opératoires, les mêmes outils et probablement les mêmes personnes qui ont fait ça. Vous avez parlé tout à l'heure de régulateur. Le régulateur il a un rôle extrêmement important à jouer, ne serait-ce que pour le partage d'informations. Aujourd'hui, une banque qui se fait attaquer, vous avez parlé de 28 millions de dollars. C'est plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiffre noir au niveau de la cybercriminalité. Si les banques qui se font attaquer, des fois, ils ne le savent même pas. Ils le découvrent 4 mois plus tard, 1 an plus tard. Et quand elles le savent, ils le gardent parce que ce n'est pas une bonne opération de marketing. Aujourd'hui, nous avons des expériences un peu partout dans d'autres pays et de régions du monde en termes de partage d'informations et même en termes de lois. Dans un certain nombre de pays, on oblige à travers des lois à faire ce qu'on appelle, quand il y a un data breach, à le dire, tout en gardant l'anonymat, etc., etc. C'est important. C'est important qu'on puisse... Il n'y a même pas aujourd'hui en termes de statistiques, en termes de baromètres, en termes de sinistralité informatique dans la région. Et vraiment, l'underground, il tire profit de tout ça. Il tire profit de l'absence de coopération entre les banques, de non-partage d'informations par les autorités de régulation, par des fois de l'absence des contrôles élémentaires. Moi, tout à l'heure, quand vous avez posé la question par rapport à l'équilibre entre les besoins métiers, la nécessité d'innover, d'ouverture du flux et la cybersécurité, dans une région comme la nôtre, pour moi, le choix est vite fait. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens pour qui ça, c'est un métier. Ils se lèvent le matin, ils essayent de voir, découvrir vraiment les failles, etc. Il y a aujourd'hui de nombreuses initiatives qu'on peut mettre en place. Je pense que l'underground, il ne faut pas le négliger. Il est très, très, très actif. On a mené une mission d'investigation de fraude dans une banque et nous avons, à la conclusion, en fait, en guise de conclusion, nous avons identifié l'auteur des faits. C'était un stagiaire au niveau de la banque, quelqu'un qui commence sa carrière. Vous voyez, juste pour vous dire aujourd'hui, l'appât du gain, il est tellement fort qu'aujourd'hui, il n'hésite pas vraiment à faire passer à l'action. Pourquoi? Parce que d'abord, en termes, sur les aspects juridiques, il n'y a pas assez de lois. Quand il y a des lois, il faut les faire appliquer. Les autorités judiciaires, tout ce qui est procédure pénale, etc., etc. Donc vraiment, c'est une question extrêmement transverse qui fait impliquer plusieurs acteurs et ce n'est pas vraiment très facile à cerner. Il n'y a pas de sécurité absolue, mais je vais prendre un risque et de mettre une note, de dire 5. 5. Pourquoi 5? Parce que beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses, ont mis des défenses et on est arrivé jusqu'à 5, mais ce qui était 6 hier devient 4 aujourd'hui. Parce que l'écosystème du dark side, de l'underground, est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ils ont des business models, ils sont organisés, ils ont un écosystème. Il y a ceux qui cherchent les vulnérabilités, ceux qui bâtissent les attaques, il y a ceux qui les utilisent, ceux qui exploitent pour prendre de l'argent, il y a ceux qui blanchissent l'argent, et tout cela travaille ensemble. Et ils sont capables d'investir 10 millions de dollars, attendre 2 ans, pour faire une attaque et de faire 10 000 transferts de 10 000 dollars en 10 secondes. Et ça, c'est le projet. Et ils vont se mettre 2 ans et ils vont investir les skills, ils vont recruter des gens, ils vont créer des sociétés qui vont acquérir ces spécialistes pour travailler sur le projet. Donc, le dark side ou l'underground est un écosystème extrêmement structuré et je peux vous garantir que demain, ce ne sera pas plus facile. Donc, cette note qu'on cherche, on dit souvent que la sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Cette note qu'on cherche, elle va évoluer avec le temps et il faut chaque fois rechercher les nouvelles techniques et se prémunir devant ces nouvelles techniques. Merci. Et quand on dit, je rajoute juste une phrase, mais quand j'entends des banquiers, je travaille aussi avec beaucoup de banques, qui me disent, moi je suis banquier, mon métier c'est la banque, ce n'est pas la cybercriminalité ou la sécurité, je lui dis non. Les barreaux devant votre guichet, les fermetures, le coffre-fort. Vous ne me disiez pas que la sécurité, ce n'était pas votre métier dans le monde ancien où vous protégiez l'argent, vous protégiez les transferts de billets, etc. Eh bien, dans le nouveau monde, votre métier, c'est aussi la sécurité. Il y a aussi des barreaux, il y a aussi des coffres-forts, ils s'expriment différemment, mais votre métier, cher banquier, c'est aussi la sécurité. C'est vrai que quand on parle de cybercriminalité, digitalisation et autres, on parle du métier de la banque.
ce n'est pas qu'une histoire d'acteurs privés. Je pense qu'il y a une dimension régulatoire qu'il faut aussi mettre sur la table, c'est-à-dire que les opérateurs, les acteurs n'agissent pas seuls, ils agissent dans un cadre. Et tout ne peut se faire que si le cadre est défini, il y a un cadre d'accompagnement pour cadrer un peu tout ce qui se fait. Et aujourd'hui, malheureusement, le cadre régulatoire, il faut le reconnaître, n'est pas clarifié. N'est pas clarifié par rapport à d'autres espaces. Et là, ça permet aussi de répondre à la question qui a été posée sur le niveau de risque d'une échelle de 1 à 10 dans l'espace. Je pense que la note de 5 est appropriée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le cadre régulatoire de la cybercriminalité, disons les cyberrisques, dans certains espaces comme en Europe, en France, en Australie, au Brésil, en Inde et autres, on a même au Maroc, pour être plus près de nous, on a des régulateurs qui sont dans un rôle plus ou moins proactif ou bien d'adaptation avancée dans ce qui se passe en termes de cybercriminalité et de digitalisation. Dans nos espaces, on est encore dans, disons, on observe. Il y a des réflexions qui sont menées, mais aujourd'hui sur la table, c'est vrai que côté régulatoire, on ne sait pas où on va. Il n'y a rien qui est défini. Je sais que par mes contacts avec l'organe de régulation, il y a des réflexions qui sont menées. Il y a le G7 qui a défini un cadre pour définir un cadre de cybercriminalité, une stratégie, gouvernance et tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est défini. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs avancent en fonction des solutions techniques qui sont proposées, mais tout est plus ou moins méfiant parce qu'on ne sait pas ce qui va nous... Voilà, quel est le cadre régulatoire qui sera en place. Donc, je pense que ce serait important aussi qu'on intègre cette dimension-là et que justement ces échanges entre opérateurs, acteurs, soient aussi adressés vis-à-vis des régulateurs pour voir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le cadre de la cybercriminalité dans notre environnement. Les challenges, aujourd'hui, ils sont là, à relever. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Les questions, elles sont relevées aussi. Le fait d'aller de l'avant, on doit résoudre ces différentes problématiques, faire face à ces différentes menaces, et on a tout pour y faire. Je pense que la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, les banques, mais toutes les industries en fait, c'est de sous-estimer l'adversaire. Soyez sûr que des gens essayent d'écouter votre PC, votre téléphone, essayent d'accéder à votre compte en banque maintenant. Le SMS que vous avez envoyé il y a 10 minutes, je peux vous assurer qu'il y a au moins 5 gouvernements qui l'ont déjà lu. Donc, c'est un monde qui est réel. Merci, Michel. Et ne sous-estimons pas l'adversaire. C'est le problème de tout le monde, de contrer ça et de participer à l'effort de sécurisation. En fait, il y a 4 piliers. Le premier, c'est avoir une stratégie cyber, donc anticiper dans les projets. Deuxième, il faut savoir sécuriser, donc mettre en place des systèmes de sécurité performantes. Le troisième, c'est être vigilant, parce que même quand on a bien verrouillé, on a blindé la porte, il y a toujours des nouvelles menaces. On parle tout à l'heure de partager les informations, il y a des SOC, il faut être capable de les identifier. Et puis le dernier, même si on a fait tout ça, ça arrive quand même. Donc il faut aussi savoir être résilient. Merci. Donc très rapidement anticiper, être capable de gérer les attaques. La cybersécurité, en fait, ne doit pas effrayer justement le business. D'abord, avant tout, il faut faire du business et il faut proposer des services. Il faut proposer des services qui sont adaptés à la clientèle, dans l'instantanéité. L'autre point, il faut continuer à utiliser la transformation digitale et à se transformer. Le régulateur doit se transformer. Le régulateur doit aussi accélérer ses processus. Il ne doit plus être dans une phase où il prend le temps de réfléchir pour voir comment ça se passe ailleurs et comment il peut faire. Il doit être proactif, proposer des choses, laisser un peu d'ouverture pour que les business puissent se faire et surtout faire des labs, proposer de la technologie aussi, notamment sur les lois anti-blanchiment. Ils peuvent aller plus vite et proposer de l'aide. Finalement, il doit changer de rôle et aider justement tout le système financier à avancer et non pas avoir qu'un seul rôle de contrôleur. Moi, j'aurais juste 2 mots pour la fin à retenir, je pense, de tous nos échanges. C'est humilité et opportunité. Parce que nous sommes en face de quelque chose, humilité, parce que voilà, on parle de quelque chose de très dynamique, de la numérisation, cybercriminalité. Voilà. Personne ne maîtrise aujourd'hui ce que c'est que la technologie qui s'y consacre. Donc soyons tous humbles. Et cette humilité doit nous pousser tous à travailler ensemble pour mettre en place des solutions. Et c'est transversal. C'est aussi bien régulateurs, opérateurs, consommateurs. Soyons humbles face à la technologie. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est dans un environnement sécurisé. Voilà. Soyons tous humbles
Et puis opportunité dans le sens où je pense que, comme a dit mon cher voisin, pour moi, c'est une opportunité pour nous, Africains, parce que cette révolution industrielle qui s'annonce nous permettra facilement de combler ce gap numérique qu'on a avec d'autres environnements, parce qu'aujourd'hui, les cerveaux, voilà, c'est à travers le monde, on n'a plus cette barrière de connaissances et autres. Le régulateur aussi n'est pas forcément dans une attitude de freiner la créativité. Donc, profitons de cette opportunité-là pour créer les leviers nécessaires, disons, à booster nos économies grâce à cette opportunité qu'offre la révolution industrielle. Merci à tous. Merci.